Regardez, on va arriver jusqu'à la présentation. Si Sébastien a dû s'absenter, eh bien, c'est bien Blaise qui arrive juste après. Voilà. J'ai récupéré le micro. Effectivement, je travaille chez Sens, qui est une joint venture entre Google et Thales. Et je suis chez Sens en responsable des sujets marketing. Donc ça, c'est assez évident ce que c'est que le marketing. Et produit, c'est-à-dire définition de quel est le produit que Sens veut fournir au marché. Et donc je vais vous présenter, je vais vous donner une vision peut-être très pragmatique, très main dans le cambouis, de la façon dont nous on vit l'IA et la souveraineté. C'est pas une vision sur laquelle j'ai la prétention d'avoir une autorité. En revanche, c'est le travail que je fais depuis 2 ans. Et donc voilà, je vais vous donner mon point de vue de praticien sur ces questions d'IA et de souveraineté. Et je suis sûr qu'avec vos points de vue, vous viendrez enrichir le débat. Et donc on a une demi-heure à peu près, hein. Une petite demi-heure. Et donc le point, la raison d'être de Sens, elle est autour de la mise à disposition des services cloud. Donc ça, j'imagine que dans l'Assemblée, c'est quelque chose que vous avez identifié. La promesse du cloud, le cloud qui est né en 2008, la promesse du cloud, elle est triple. Elle est autour de l'innovation, parce que c'est plus facile de se procurer la puissance de calcul, on peut innover plus vite. Elle est autour de l'efficience, c'est aussi plus facile de l'éteindre. Et puis, elle est autour de la gestion des risques, parce que quelque part, c'est mutualisé. Et donc, les risques sont gérés une fois par le clouder et pas individuellement par tous les acteurs qui se procurent des services informatiques. Et le cloud, il a été créé, on va dire, essentiellement par les hyperscalers, donc les 3 Américains, Amazon, Microsoft et Google, et puis le chinois. Et ces hyperscalers investissent collectivement à peu près 100 milliards d'euros dans le cloud, que ce soit de la R&D ou de l'achat de data center. D'accord, donc c'est à peu près 25 milliards d'euros par hyperscaler. Ces investissements ont apporté des ruptures technologiques. Alors je dis parfois à mes amis qui travaillent dans le nucléaire qu'aujourd'hui le cloud c'est devenu plus compliqué qu'une centrale nucléaire, ça les énerve, mais c'est pas complètement faux. À la fois quand on regarde les investissements en dollars, les investissements en hommes et femmes d'ingénierie, les investissements en brevets et même la complexité de gestion opérationnelle de ce que c'est qu'un cloud, que ce soit en puissance, en objets industriels. Et en particulier, il y a 4 grandes ruptures qui ont été apportées par les hyperscalers. La première, c'est la virtualisation, qui a permis le lancement du cloud. La deuxième, c'est le big data. Je suis sûr que vous avez fait des journées big data, donc je reviens pas dessus. Le troisième, c'est la conteneurisation, qui est le petit frère de la virtualisation, qui permet d'aller plus vite, plus haut, plus fort, plus loin. Et le dernier, c'est celui qui nous occupe aujourd'hui, c'est l'IA. Voilà. Et donc cet investissement cumulatif, c'est ça aujourd'hui quand on veut faire un cloud souverain, une IA souveraine, c'est cette course-là qu'on essaye de rejoindre. D'accord ? Donc cette course-là à 25 milliards d'investissements par acteur et par an. Et donc on peut décider de la rejoindre et on peut décider aussi d'aller chez un hyperscaler. Mais quand on va chez un hyperscaler, on va fondamentalement chez un Américain ou chez un Chinois. Se pose depuis le début du cloud la question de l'ingérence extraterritoriale. Et en particulier depuis la promulgation de ce qu'on a appelé le Cloud Act, dont j'imagine qu'on a déjà parlé ici, donc j'en parle pas. Et la réponse française au Cloud Act, qui est la proposition SecNumCloud, en particulier la proposition SecNumCloud dans sa version 3.2, dont il est explicitement dit sur le site de l'ANSSI, donc ça c'est pas Blaise Vignon qui le dit, c'est l'ANSSI, qu'il est pensé pour répondre aux injonctions des lois extraterritoriales. Et donc en particulier en France, la notion de cloud de confiance, elle est définie par SecNumCloud 3.2, par ce qu'on appelle l'initiative Cloud au centre, et puis toute la politique industrielle autour de France 2030 qui vise à créer des services et des clouders. Et donc la notion de cloud de confiance, elle se déroule autour de ces 3 piliers. Et donc celui dont je vais parler un tout petit peu plus là maintenant tout de suite, c'est SecNumCloud 3.2. Donc j'imagine que tout le monde est familier. SecNumCloud 3.2, tout le monde voit à peu près. J'ai 2 slides, on va pouvoir y aller. Et effectivement, la recommandation de l'ANSSI, c'est Cloud au centre et SecNumCloud 3.2 pour tout ce qui est opérateur d'importance vitale, service de l'État et si diffusion restreinte. C'est vraiment la réponse qui est pensée à la question de Cloud au centre. Et j'aurais probablement dû mettre mes slides dans un autre ordre, moi aussi. Voilà, donc SecNumCloud 3.2, c'est quoi ? C'est un ensemble d'exigences que vous pouvez télécharger sur le site de l'ANSSI. C'est un document qui est en fait relativement digeste, qui doit faire une 30aine de pages, qui reprend 270 exigences qui sont réparties en 15 grands thèmes de sécurité
Et si vous creusez ce que c'est que SecNumCloud 3.2, la plupart des exigences sont fondamentalement des exigences de cybersécurité. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire que être souverain pour l'ANSI, c'est d'abord pas se faire hacker. D'accord? Et il y a un thème d'exigence supplémentaire qui est rajouté justement par la version 3.2 par rapport aux versions 3.1, qui est il faut aussi être capable de démontrer en tant que clouder qu'on est protégé contre le Cloud Act, pour faire court, qu'on ait la structure juridique qui permet de répondre à une injonction type Cloud Act. Et donc c'est ça qui est extrêmement difficile, qui est impossible pour un clouder américain, qui est impossible pour Amazon, Microsoft ou Google, qui est impossible bien sûr pour les Chinois. Et donc c'est ça que, et je reviens en arrière, c'est ça qu'on a voulu créer nous avec Sens. Donc Sens c'est quoi? C'est un programme, c'est une joint venture entre Thales et Google Cloud, ils y tiennent, avec laquelle on vise de fournir des services qui sont équivalents à ceux de Google Cloud et qui sont quelque part dessinés par Google Cloud mais opérés par Thales. Donc j'ai pas mis la petite fiche d'identité de Sens, mais je vous la fais comme ça à l'oral. Aujourd'hui, donc Sens, on est une joint venture Thales Google Cloud, mais on est majoritairement thalésien. Google Cloud est vraiment minoritaire. Google Cloud en particulier n'a pas de droit de vote à notre board. Tous les employés de Sens sont en fait des employés de Thales. On est à peu près 200 aujourd'hui, on est tous en France. On opère des data centers qui sont en France, sous le droit français. Et encore une fois, le cœur de l'histoire, c'est qu'on est filiale de Thales. Et donc Thales étant elle-même quelque part 28 ou 38%, je ne me rappelle plus le chiffre, propriété de l'État français, on a cette garantie de souveraineté qui nous vient directement de l'État français. Donc voilà notre source de souveraineté juridique. Et puis je vous parlerai tout à l'heure de nos sources de souveraineté plus techniques. Alors, donc en fait, chez Sens, on opère en fait un continuum de solutions qui sont calquées sur celles de Google Cloud. Si les gens de Google Cloud étaient là, ils vous diraient qu'ils offrent plusieurs solutions de souveraineté. Et eux-mêmes imaginent que Google Cloud est une solution souveraine, ce qui est vrai dans le cadre juridique américain. Et on offre une solution qu'on appelle Cryptance, sur laquelle je ne reviens pas, qui est une solution qui est basée sur du chiffrement de Google Cloud, et une solution qui s'appelle Premiance, qui est la solution qu'on a qualifiée SecNumCloud en décembre dernier. Donc ces trois solutions qu'on offre sont trois solutions qui sont sous-jacentes techniques Google Cloud, c'est-à-dire qu'un ingénieur formé à Google Cloud est à l'aise dans les trois solutions, techniquement, les applications passent relativement facilement de l'une à l'autre. Et on est même, nous, capables, chez Sens, de faire un véhicule contractuel unique qui couvre les trois solutions. Voilà, donc l'idée, effectivement, c'est de répondre à la qualification SecNumCloud. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Voilà, on est entièrement contrôlé par Thales. On a, comme je vous disais, Google Cloud n'a pas de contrôle sur les opérations. Et comment est-ce qu'on opère la solution? Aujourd'hui, Sens, on opère 3 data centers en région parisienne. Quand je dis on opère 3 data centers, on fait comme on est une solution qui est d'un volume raisonnable encore. Donc en fait, on loue de l'espace dans 3 data centers. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec un système de proxy. Donc ici, sur le schéma, vous voyez un endroit qui est marqué Internet, qui est pas exactement le terme qu'il faudrait utiliser. Il faudrait plutôt utiliser le terme de proxy. On appelle ça chez nous le boundary proxy. Et donc, il faut comprendre que Google Cloud opère ce qu'on appelle des régions. Donc, une région, c'est 3 data centers. Google Cloud opère 50 régions. Et donc, met à jour en permanence ces 50 régions et opère ces 50 régions. Et nous, Sens, on opère une région et qui est dans ce qu'on appelle un univers différent du reste de Google Cloud. Et donc, on a ce proxy qui permet de séparer les univers. C'est-à-dire que quand Google veut opérer la région Sens, ils ne peuvent pas le faire eux-mêmes, ils sont obligés de passer par nous. Et donc quand ils veulent mettre à jour, et donc si vous êtes familier avec les opérations du cloud, les mises à jour c'est en permanence, on reçoit des milliers d'opérations de mise à jour par jour. Quand ils veulent mettre à jour, ils nous le proposent, on le passe nous en quarantaine. Vous voyez ici qu'il y a 2 zones, il y a une zone de quarantaine. Est-ce qu'il y a un laser? Je sais pas, en bas à gauche, en bas à droite, vous voyez, il y a une zone de quarantaine. On peut venir déployer les mises à jour que nous propose Google. Ici, on peut venir les tester, les inspecter. On a un droit d'inspection qui va jusqu'au reverse engineering, qui va jusqu'à inspection du code source. On a aussi le droit de démonter les machines. Donc on peut démonter les machines pour vérifier que Google Cloud ne nous met pas d'espions dans les machines. Et une fois qu'on s'est fait une conviction, on peut décider, et c'est le mode d'opération normal, on peut décider de mettre en production, et donc c'est mis à disposition de nos clients. Et donc l'avantage vu du client, c'est qu'on est dans le même cycle de mise à jour que le reste de Google Cloud. Et donc tous les services, on n'a pas tous les services de Google Cloud, mais tous les services qu'on a sont fonctionnellement équivalents à ceux de Google Cloud. C'est la même base de code.
Et donc il y a aussi un SI d'administration dans lequel on vient mettre tous les outils d'inspection, de monitoring, qui nous permettent de garantir, en particulier à l'ANSI, qu'on est capable, malgré cette relation fournisseur très proche qu'on a avec Google Cloud, qu'on est capable de garantir l'absence de failles de cybersécurité qui viendraient d'un attaquant qui serait très particulier, qui serait Google Cloud. C'est-à-dire que quand on a proposé ce modèle à l'ANSI, une des choses qu'ils nous ont dites, c'est que vous allez être très dépendant de Google Cloud pour la fourniture de technologie. Comment vous allez comment vous allez vous prémunir de la menace qui viendrait de l'intérieur? Comment vous allez vous prémunir de la menace qui viendrait de Google Cloud? Et donc l'architecture que vous voyez ici, c'est notre réponse à l'ANSI, c'est comment est-ce qu'on inspecte Google Cloud. Voilà, donc comment est-ce qu'on a monté ce partenariat? Je suis désolé, le formatage a été un peu cassé. Comment est-ce qu'on a monté ce partenariat? Donc nous, Thales, qu'est-ce qu'on apporte? On apporte une expertise de cybersécurité. Hein. Il faut savoir que Thales, vous nous connaissez probablement pour l'armement. En tout cas, c'est souvent comme ça qu'on connaît le nom de Thales. Mais Thales, c'est aussi, on a racheté Gemalto, on a aussi racheté Imperva, on a une vraie expérience de cybersécurité. Et donc, c'est une des premières choses qu'on vient mettre à disposition de ce partenariat. L'opérationnel, bien sûr, hein, les opérations chez Thales, c'est une religion. Et puis, j'ai parlé de la proximité qu'on a avec le gouvernement, parce que quelque part, la source de souveraineté, c'est aussi ça, c'est à quel point vous êtes aligné avec les intérêts de votre gouvernement. Du côté de Google Cloud, donc ils ont cette gamme de technologies souveraines dont je parlais très rapidement tout à l'heure. Mais eux, leur objectif, c'était comment est-ce qu'on déploie cette gamme, quels sont les partenaires qu'on va trouver. Et donc en France, ils nous ont trouvé nous. Et on a annoncé aussi récemment, il y a à peu près 2 semaines, qu'on serait également le partenaire pour l'Allemagne. Donc voilà, maintenant, le même modèle que je viens de vous montrer pour la France, on va aussi le déployer en Allemagne. Et donc une infrastructure la plus à la pointe possible. Les machines qu'on a dans nos data centers sont les mêmes que vous trouvez chez Google Cloud. Le code que vous trouvez dans nos data centers est le même que vous trouvez chez Google Cloud. Et la même engagement de fiabilité et de haute dispo qu'on retrouve chez Google Cloud. Qu'est-ce que ça veut dire sur l'IA, puisque c'est le thème du jour? J'imagine que vous avez déjà réalisé que la question de la souveraineté de l'IA, elle se pense quelque part en couche. D'accord? Et donc la souveraineté de l'IA, c'est d'abord la souveraineté des données. Et quelque part, pour nous, bonne nouvelle, parce que la souveraineté des données, c'est la philosophie de la création de Second Cloud. Et donc, la promesse qu'on fait, nous, sur l'IA souveraine, c'est les données protégées dans un contrôle français, protégées de la fuite accidentelle par les réassurances qui viennent de Google Cloud et de notre qualification souveraine. Et pour tout ce qui est accès aux données dans le cadre d'une database managée, les logs d'audit qui sont associés. Et puis la souveraineté des modèles. Et donc là se pose la question de la responsabilité de la personne qui vient mettre en place un système d'IA sur sens. Quel modèle elle va décider de mettre? Est-ce qu'elle va décider de mettre des modèles open source ou est-ce qu'elle va venir décider de mettre ses propres modèles closed source? Enfin, la question de la souveraineté des modèles est quelque chose d'important. Nous, sur Sens, sur Premiance, on va bientôt sortir ce qu'on appelle... alors, on utilise les noms de produits de Google. Et donc, celui-là s'appelle Gemini Enterprise Agentic Platform Vertex Model Garden, qui est un jardin de modèles, une place de marché de modèles, dans laquelle on va trouver énormément de modèles ouverts. On va trouver les modèles de Mistral et on va aussi trouver les modèles de Google, en particulier de la famille de modèles Gemma, je ne sais pas si vous les connaissez. Donc la famille de modèles Gemma est une famille de modèles qui vient de DeepMind comme ceux de Gemini, mais que DeepMind met à disposition en mode modèle ouvert. Et donc la question sur la souveraineté de l'IA, c'est aussi quel modèle on peut opérer et est-ce que ces modèles sont ouverts et est-ce que je peux les faire tourner éventuellement ailleurs que chez mon fournisseur de base. Et donc voilà notre réponse à l'enjeu de l'IA et les éléments de souveraineté qu'on vient de donner. Mais un élément de souveraineté qu'on oublie souvent, et à tel point qu'il n'est pas sur le slide, parce que quelque part c'est un élément de souveraineté qui vient en creux, c'est est-ce que moi, en tant qu'acteur qui a besoin d'IA souveraine, est-ce que moi j'ai accès à des outils d'IA qui sont du bon niveau? C'est-à-dire si je suis souverain mais que je suis brimé dans la performance et dans l'ergonomie de mes outils, est-ce que ma souveraineté n'est pas abîmée, non pas parce que mes données peuvent être exploitées ou parce qu'elles peuvent fuiter ou parce qu'elles peuvent être éteintes, mais est-ce que ma souveraineté n'est pas non plus abîmée dans ma capacité à innover?
Et donc là, il y a quelque chose qui est au cœur de la promesse de Sens et de Premiance, et que je voudrais redire, même si encore une fois je ne l'ai pas mis sur le slide, c'est qu'à ma connaissance, l'offre produit de Premiance, du moins une fois que l'Agentic Platform Vertex Model Garden sera mise à disposition, on aura la meilleure offre d'IA pour les praticiens de l'IA, et donc on sera un vecteur fondamental de souveraineté, parce que quelque part, la souveraineté, c'est aussi la capacité à innover aussi vite que les copains dans un environnement qui soit compliant. Voilà ce que je pouvais vous dire. Je voulais revenir un petit peu sur les certifications, parce que il ne vous aura pas échappé que sur l'IA et la souveraineté, il y a eu de l'actualité ce week-end. Et donc, sans revenir sur l'actualité du week-end, je voudrais revenir sur ce que nous, Sens, on a choisi comme axe de réflexion sur la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté pour nous? Et donc, je vous ai dit, on se déploie en France et en Allemagne. Et donc, la souveraineté pour nous, on l'a alignée avec les définitions françaises et allemandes de la souveraineté. Avec cette idée que la souveraineté, c'est d'abord une décision étatique, c'est d'abord une décision gouvernementale, et que chaque gouvernement définit son niveau de souveraineté, et que quelque part, l'intérêt de l'industriel est de venir s'aligner sur cette définition, puisqu'elle est définie par le besoin du gouvernement. Et donc, on a la chance, en France, d'avoir une définition à la fois très claire et très exigeante de la souveraineté, qui est Secnum Cloud. Et ça, je voudrais redire un mot là-dessus, parce qu'effectivement, moi, ça fait depuis 2018, je suis dans le domaine de la souveraineté et du cloud souverain. Et c'est vrai que dans le débat sur la souveraineté, on entend beaucoup d'arguments. Qu'est-ce qui est plus souverain, qu'est-ce qui est moins souverain? Vous travaillez avec Google, donc vous n'êtes pas souverain. Et donc la grande valeur qu'a apporté Secnum Cloud quand il est sorti en 2017, Secnum Cloud 3.2, c'est d'avoir une lecture très claire en disant voilà, la barre est assez haute, hein, sur Secnum Cloud la barre est très haute, mais si vous la passez, vous êtes souverain au sens où l'État français en a besoin. Et donc, quelque part, ça devient binaire. On n'est plus sur un discours un petit peu coloré de ma supply chain souveraine, mais moi, mes opérations sont au Maroc, mais toi, ton software est fabriqué en Russie, qui est un débat qui existe. Et on est sur un débat binaire, tu es Secnum Cloud ou tu n'es pas Secnum Cloud. Donc ça, c'est très clair. Et en Allemagne, on a quelque chose qui est un petit peu similaire, même si, en toute transparence, il est moins exigeant, qui est le C5. Et donc, ces deux définitions de la souveraineté existent. Et les offres que fournit Sens et que fournit Thales sont en Allemagne en cible C5 et en France compatible Secnum Cloud. Et puis, le débat sur la souveraineté, il évolue. Il évolue en particulier au fil et au gré de l'actualité que vous suivez comme moi. Et donc, en particulier en Allemagne, il y a un nouveau type de critère qui est sorti, qui s'appelle C3A, qui est en fait inspiré par les critères de Cloud Sovereignty Framework. Et le Cloud Sovereignty Framework, c'est quelque chose qui a été sorti par l'Union européenne il y a à peu près 6 mois. Et donc voilà, je voulais vous en dire un petit mot en guise de conclusion pour recadrer le débat sur la souveraineté de façon un peu plus large. Donc l'Union européenne a sorti le Cloud Sovereignty Framework il y a 3 mois sur 8 dimensions. Et sur chaque dimension, on a une note qui va de 0 à 4. Et donc c'est le Cloud Sovereignty Framework qui aujourd'hui n'a pas vocation à être coercitif, mais qui a vocation à guider les appels d'offres. En particulier, c'est le Cloud Sovereignty Framework qui a guidé l'appel d'offres de l'Union européenne, auquel on a répondu et dans lequel on a été retenu. Et ce que je voudrais juste mettre en avant ici, c'est comment ces schémas se parlent les uns aux autres. Et en particulier, le Cloud Sovereignty Framework, donc encore une fois, il n'est pas coercitif, mais il a vocation à guider les appels d'offres. Et vous voyez ici les dimensions juridiques. Donc juridique, c'est très lié. Enfin, quand on regarde les exigences juridiques et les exigences Secnum Cloud sur la dimension juridique, elles sont très liées. Données IA également, opérations également, sécurité et confidentialité également. Donc on retrouve quelque part embarqué dans le Cloud Sovereignty Framework une grande partie des exigences Secnum Cloud. Et puis il y a quelques exigences Secnum Cloud qui ne sont pas reprises dans il y a quelques exigences Cloud Sovereignty Framework qui reflètent l'évolution du débat sur la souveraineté. Je voudrais en mettre quelques-unes en avant. D'abord l'aspect stratégique. Est-ce que vous avez vocation, vous, clouder, à embarquer un écosystème? Une des grandes forces des grands hyperscalers qui sont Amazon, Azure et Google, c'est leur écosystème à la fois d'intégrateurs, mais aussi d'éditeurs de logiciels. Et donc si vous regardez toute la French Tech, par exemple, aujourd'hui, la French Tech tourne en grande partie sur Amazon et un petit peu sur Google Cloud. Et je pense qu'une des grandes réussites, une des grandes fiertés en tout cas que moi j'ai chez Sens, c'est qu'une partie de cette French Tech est en train de regarder pour se rehoster chez nous.
Voilà, on travaille avec Pigment, on travaille avec Conto. Je suis en train de faire le tri dans ma tête entre ceux que j'ai le droit de nommer et ceux que j'ai pas le droit de nommer. Mais des grands noms de la French Tech, des applications que vous utilisez tous les jours, sont en train de se dire, en fait, voilà, maintenant qu'il y a une offre de cloud souverain qui est au niveau d'exigence dont j'ai besoin, ben peut-être que je devrais rehoster sur cette solution. Et donc ça, je pense qu'en termes stratégiques, en termes de reconstruire une filière de la technologie qui soit complète, qui n'est pas juste les applis, mais les applis, l'IA, donc qui est le sujet d'aujourd'hui, et le cloud, c'est quelque chose qui est très structurant, dont je suis très fier. Et puis un autre élément donc, que je voulais mettre en avant, c'est la supply chain, qui est une faiblesse chronique de l'ensemble de l'écosystème du cloud en Europe. Il y a peu de logiciels et pas de hardware, pour faire très court. Et puis un élément, et je vous laisserai méditer là-dessus, c'est l'événement environnemental, qui était une EIR totale de SecNumCloud et qui est ressorti dans le Cloud Sovereignty Framework, et dont voilà, reste à définir un petit peu comment ce qu'il va jouer. On nous demande effectivement de démontrer notre bon comportement carboné dans ce Cloud Sovereignty Framework. Et c'est quelque chose qui est assez unique dans la réflexion souveraine. Et donc voilà, je voulais le mettre en avant. Voilà, les quelques slides que je voulais partager avec vous. Alors je ne sais pas si j'ai parlé plus ou moins. Ah si, pardon, voilà. Je vous ai parlé de stratégie, effectivement. Je vais vous mettre en avant les quelques noms de logos et de clients avec lesquels on travaille. Aujourd'hui, plus de 100 clients et les logos que vous voyez ici. Donc, vous voyez qu'on travaille avec Mistral, vous voyez qu'on travaille avec Memority, vous voyez qu'on travaille avec DQE, enfin des belles entreprises françaises. Et donc voilà, cette transformation de filière que j'espère qu'on aide à impacter et lancer. Voilà, donc ce que je voulais vous dire en quelques mots, j'ai parlé un petit peu moins que prévu, mais peut-être qu'on a le temps pour quelques questions. Je vous laisse le micro. Voilà, la parole est à la salle. Je vois Nicole qui lève la main. Alors merci pour cette présentation passionnante. Moi j'ai une question sur le juridique. Vous parlez de propriété industrielle stratégique. En France, on a quand même un handicap majeur, c'est que les consultations qui sont réalisées par les ingénieurs brevets in-house donc, ne sont pas protégées par la confidentialité. Ce qui est un gros handicap. Votre service propriété industrielle se trouve en France, à l'étranger. Comment vous protégez-vous des procédures discovery liées à l'extraterritorialité? Donc, gros problème de souveraineté. Je comprends complètement votre question. Je suis relativement peu qualifié pour y répondre. Je vais quand même vous donner une piste. Chez Sens, on est 200. On n'a personne en droit des brevets. On se repose entièrement sur Thales. Voilà, donc on est sur la mécanique thalésienne de protection de propriété intellectuelle, et je crois qu'ils sont plutôt pas mauvais. Voilà. Mais c'est vrai que de mon côté, j'ai complètement délégué. N'hésitez pas à rappeler, à vous présenter avant la question pour voir d'où vous parlez, comme on dit. Denis Berthaud, LexisNexis. On travaille avec des concurrents à vous. Pas le savoir. Supposons que le président des États-Unis, c'est une hypothèse parfaitement farfelue, évidemment que je vais énoncer, décide de changer les droits de douane ou les taxes fiscales sur les services numériques opérés par les Américains. C'est un peu... Comment ça se passerait pour une entreprise comme la vôtre ? Je vais répondre à votre question et une autre question qui est connexe, parce que je pense qu'elle vous intéresse aussi. Et donc, purement sur la question du droit de douane, vu des États-Unis, pour Google, c'est de l'export. Et donc, les droits de douane sont plutôt sur l'import. Donc, on a analysé le truc, on a essayé de le tourner dans tous les sens. Est-ce qu'on peut être affecté par les droits de douane ? On n'a pas encore trouvé le scénario. Dans la question que nous posent les clients, et c'est pour ça que je vais me permettre d'étendre, c'est la question qu'on appelle, pour faire court, du kill switch. Est-ce que le président des États-Unis, que nous aimons et respectons, pourrait décider de venir cibler un client de Sens ou Sens dans son entièreté à des fins militaires de représailles? Là-dessus, on a une réponse quelque part en deux temps. La première chose, c'est les clients qui sont clients de Sens au sens de prémiance, au sens de notre offre de cloud de confiance,
nous pouvons choisir de ne pas dire à Google et donc aux États-Unis qui sont clients chez nous. Donc il se trouve que voilà, là il y a des noms qui ont accepté qu'on communique ensemble, mais si une agence un petit peu plus sensible sur le sujet, une entreprise un peu plus sensible sur le sujet, souhaitait que nous ne communiquions pas son nom à Google dans le cadre de notre partenariat avec Google, nous ne le communiquerions pas. Et donc voilà, quelque part non ciblé, non visible, caché, donc non ciblé. Et donc l'étape d'après, c'est si pour une raison ou une autre, Google était forcé à des fins juridiques de mettre fin au partenariat avec Sens. Et donc là, la question que nous on se pose, c'est combien de temps on tient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de Google pour faire tourner les data centers. Aujourd'hui, au quotidien, les ingénieurs de Google n'interviennent pas chez nous. Ils ne rentrent pas chez nous, ils n'ont pas accès aux consoles. Enfin, tout est opéré par Thales. La question, c'est combien de temps on peut tenir comme ça. C'est-à-dire que Google nous fournit des pages de façon régulière, nous aide à débugger certaines situations. Donc aujourd'hui, notre estimation, c'est qu'on peut tenir jusqu'à 12 mois. Donc forcément, c'est quelque chose qu'on n'a pas testé. Hein. On n'a jamais essayé de se déconnecter de Google pendant 12 mois. Donc nous, notre objectif et notre ambition et le travail qu'on fait avec Google, c'est comment est-ce qu'on vient crédibiliser ces 12 mois. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que ces 12 mois soient la réalité. Et donc on avance... c'est malheureusement non, c'est assez rigolo. C'est la majeure partie de mon travail quand je ne suis pas avec vous, de travailler à obtenir ces 12 mois. Voilà, j'espère que ça répond à votre question, à la fois la posée et la non posée. Google vous tient au bout du 13e mois. En fait, très franchement, si le discours qu'on tient à nos clients en toute transparence, c'est que si notre relation avec Google s'arrête, il faut que dans 12 mois, vous soyez partis. Tout à fait, on ne saura plus opérer après. Ouais. Petite question peut-être pour ma part, hein, si vous permettez. Peut-être elle est naïve, mais j'ai tendance à penser que SecNumCloud et le niveau d'exigence de la norme va forcément créer une certaine contrainte à l'agilité et peut-être certaines conséquences sur les coûts de la solution. Est-ce que c'est une idée où il faut tordre le cou ou est-ce qu'il faut assumer une certaine forme d'exigence qui forcément a un coût ? Donc c'est très vrai. Hein, SecNumCloud vient rigidifier l'innovation. Et c'était tout l'enjeu de la création de Premium. Comment est-ce qu'on vient maintenir les modes d'opération hyper agiles et innovants de Google dans un environnement contraint comme SecNumCloud. Et donc ça vient avec trois types de coûts que je vais vous donner en toute transparence, et puis après je vous donnerai le bénéfice. Type de coût 1, la solution est plus chère que la solution Google équivalente. Elle est en gros 20% plus chère. Nos prix sont publics, vous pourrez vérifier. Coût numéro 2, on n'a pas tous les services. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, on est coupé en univers entre Google et Sens. Et donc tous les services qui sont chez nous savent ce que c'est qu'un univers. Et donc il faut que tous les ingénieurs de Google mettent à jour tous leurs services pour qu'ils sachent ce que c'est qu'un univers. Et donc voilà, c'est un travail qui est en cours. Aujourd'hui, on a les services les plus importants. On sait couvrir les besoins des clients. Mais il y en a quelques-uns. Typiquement, aujourd'hui, on n'a pas encore tous les services de Gemini Enterprise. Et coût numéro 3, l'arrivée des nouveaux services est soumise à la qualification de l'ANSSI. Et donc là, par exemple, on a quelques services que Google nous a livrés, qu'on serait prêt à livrer aux clients, mais qui sont en attente de qualification de l'ANSSI. Et donc ça crée aussi de la friction. Le bénéfice, c'est qu'on a la technologie de Google Cloud qualifiée ANSSI niveau SecNumCloud. Et ça, je pense que c'est unique. Et donc voilà, ces coûts existent, mais le bénéfice est en regard fait que voilà, on rencontre le succès marché qu'on espérait rencontrer. Est-ce qu'il y avait une autre question, remarque ? Ah, Yann. N'hésitez pas à rappeler qui vous êtes, même si Yann est bien connu de nos services. Bonjour, Yann Mahé, IBMT. Donc, dans le prolongement de ce que vous venez de dire sur Google Cloud et l'exclusivité que vous avez avec eux, est-ce que vous envisagez d'autres partenariats avec des acteurs comme Amazon ou Azure ou autres ? Parce que, je veux dire, vous êtes quand même verrouillé, donc c'est quand même un énorme risque. Alors, non. Pour la réponse courte est non, mais je vais faire une réponse longue. On n'envisage pas d'autres partenariats avec d'autres hyperscalers. Azure a choisi de travailler avec Orange et Amazon a choisi de travailler avec personne. Donc là, de ce point de vue-là, les positions sont prises. Comment est-ce qu'on gère le risque ? D'abord, rien ne nous empêche de faire des partenariats avec des non-hyperscalers. Donc je vous disais, par exemple, s'il y a une question de réversibilité, si la relation avec Google devient mauvaise, il faut qu'on fournisse à nos clients des solutions de réversibilité. Donc bien sûr, ces solutions de réversibilité, on ne va pas les construire avec des hyperscalers.
On a aussi des partenariats de façon très technique, hein, pour faire tourner le service. On a des services d'inspection de code qui ne sont pas américains, des services de... Voilà, tout sens est construit sur des services qui sont très européens. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, on est monofournisseur. Et donc ça, c'est un risque, hein. En achat, on aime bien être multifournisseur, mais gérer un monofournisseur au sens des achats, ça se fait. Ça se fait de façon contractuelle, ça se fait dans la gestion de la relation. Et donc voilà, nous, on construit cette expertise de gestion du monofournisseur. Parfait. Bah, merci beaucoup, Blaise, hein, pour Merci tous ces de m'avoir éclaircissements. Merci beaucoup. Alors, est-ce que Sébastien est là ou je pense qu'on va plutôt du coup passer à la...